Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour, c'est Yann Géano, le président de La Forêt France, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes pour détailler les enjeux du secteur de l'immobilier et les engagements du groupe qui compte plus de 700 agences dans tout le pays. Auparavant, je reçois Yann Priou, directeur général de Bout à Bout. On va parler de réemploi et de consignes, notamment pour les bouteilles de vin. Dans notre débat, on va évoquer le défi de féminisation des métiers de la tech, et elle ne représente que 22% des effectifs du secteur en Europe. Et puis dans notre rubrique Startup et Innovation, vous découvrirez LifeOne et ses purificateurs d'air connectés. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. Smart for Change et Interloire sont partenaires pour éditer une série de podcasts animés par Sybille Aoudjan, et on termine notre tour d'horizon pour mieux comprendre la dynamique du réemploi avec un acteur du retour de la bouteille consignée. Bonjour Yann Priou. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes directeur général de Bout à Bout. D'ailleurs, vous intervenez dans le dernier podcast de Sybille et on est ravis de vous accueillir. Peut-être une présentation de Bout à Bout pour commencer. Comment est née l'histoire, l'initiative ? En quelques mots, donc Bout à Bout, on est un acteur du réemploi des bouteilles en verre. On remet la consigne des bouteilles en verre au goût du jour. Le projet a démarré en 2016, au départ avec un dispositif relativement local, et puis progressivement ça a pris de l'ampleur. Et moi, quand je suis arrivé, on a investi dans une grosse usine de lavage pour faire un changement d'échelle et remettre en fait ce geste du quotidien, enfin dans le quotidien des Français, remettre le geste de retour des bouteilles dans le quotidien des Français. Et donc là, on va évidemment se concentrer sur le secteur de la viticulture. Absolument. Avec cette volonté d'Interloire d'enclencher une dynamique de réemploi de ces bouteilles de vin. Déjà, est-ce que au-delà d'Interloire, le secteur, vous le sentez réceptif à cette démarche ? En fait, il y a deux choses. Il y a le secteur et les consommateurs. Ouais. Le secteur du vin est en ce moment à certaines pressions. Oui, c'est un secteur en difficulté. C'est un secteur en difficulté. Ouais. Après, la vallée de la Loire a anticipé relativement et a pris des virages relativement tôt pour travailler sur les problématiques environnementales. Et nous, ça fait quelques années en fait qu'on échange avec les vignerons du Val-de-Loire et avec Interloire pour préparer les choses. Et en fait, le travail collectif fait avec Interloire pour quelque part embarquer un certain nombre de vignerons dans ce projet de réemploi fait qu'on a quand même une dynamique positive sur les ventes et puis les produits se démarquent aussi avec cette démarche environnementale. Oui, on reparlera de la réaction, de la demande éventuelle des consommateurs. Mais alors si on rappelle, on l'a déjà un peu dit avec d'autres interlocuteurs, mais je pense que c'est important. Déjà, ça se prépare, une démarche comme ça. C'est un processus assez long. Absolument. En fait, la consigne et le réemploi, c'était une pratique usuelle dans les années 60-70 et progressivement, elle a été abandonnée parce que les bouteilles en verre, on a travaillé sur le poids avec des bouteilles très légères qui permettaient plus forcément d'être réemployées. Donc, la première démarche, nous, chez Bout à Bout, qu'on opère, c'est d'accompagner les vignerons dans le fait d'utiliser des bouteilles suffisamment solides pour être réemployées plusieurs fois, et puis un travail sur les étiquettes, pour que les étiquettes partent bien au lavage, mais aussi qu'on puisse communiquer au consommateur la démarche et le fait que le consommateur peut rapporter la bouteille. Donc oui, effectivement, il y a un travail de préparation et de sensibilisation après des consommateurs. Oui, et puis après, il y a peut-être un travail de logistique aussi. Il faut récupérer, il faut mettre en place des points de collecte, de récupération. Tout à fait. Donc avec Bout à Bout, on a développé notre propre dispositif de collecte. On a 300 points de collecte. Mais là, en ce moment, le moment qu'on est en train de vivre là, en 2025, c'est le passage enfin, on teste sur 4 régions un dispositif qui a visée nationale de réemploi en grande distribution. Donc il y a à peu près 400 magasins là, d'ici la fin de l'année qui vont être équipés de machines où les consommateurs vont pouvoir rapporter leurs bouteilles. Donc c'est sur la quart nord-ouest de la France. Et ça, c'est largement accompagné par les éco-organismes, notamment Citeo. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la logistique, toute la communication et la sensibilisation des consommateurs, quelque part, c'est un enjeu important
important qui est opéré aussi par les éco-organismes. Alors, on voit bien l'intérêt environnemental en termes de bilan carbone, mais alors, il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif quand même, c'est-à-dire que moi, j'ai reçu pas mal de représentants du secteur de la viticulture qui disaient « on fait tout pour réduire le poids de nos bouteilles, parce que, etc. » Et puis alors là, vous leur demandez de nouveau de faire des bouteilles plus lourdes. Bon, ils doivent être un peu perdus, quoi. En fait, le réemploi, les chiffres sont sans appel, c'est pas nous qui le disons, c'est l'ADEME. Laver une bouteille plutôt qu'en refabriquer une nouvelle, ça permet d'économiser 80% d'énergie, et donc du coup de réduire de 79% les gaz à effet de serre. Ouais. Et c'est contre-intuitif, mais ça réduit aussi les consommations d'eau. Laver une bouteille consomme un peu moins d'eau que d'en refabriquer une nouvelle. C'est-à-dire que de récupérer le verre, puis à partir du verre brisé, c'est ça. refaire une... Alors la filière de recyclage, on n'est pas du tout en opposition réemploi et recyclage, du tout. Les deux se cohabitent très bien. En fait, l'objectif, c'est de dire le matériau verre est un très bon matériau, qui est solide, qui est résistant, qui est complètement inerte et qui ne réagit pas du tout avec le produit qui est à l'intérieur. Et en fait, il a aussi la capacité à être lavé et à être réutilisé. Oui, donc ce que vous nous dites, c'est que la petite perte dans l'efficacité, dans le bilan carbone, de redemander un peu plus de lourdeur aux bouteilles, c'est largement compensé par le gain du réemploi. Largement. Et puis, au-delà il y a ces sujets environnementaux qui sont clés, mais aussi on fait face à un enjeu de réindustrialisation et quelque part de réancrer un certain nombre de valeurs et d'industries dans nos territoires. Et en fait, en ayant des boucles de réutilisation de bouteilles sur nos territoires, ça nous permet aussi de travailler la résilience de nos territoires. Il y a quelques années... Pourquoi ? Parce qu'en fait, on importe 40% des bouteilles en verre. On ne le sait pas forcément, mais aujourd'hui, en France, 40% des bouteilles qu'on utilise viennent d'autres pays, et parfois de très loin, de Chine, de Turquie. Et le fait de pouvoir travailler avec les verriers français, mais aussi avec des solutions de réutilisation en local, ça permet d'avoir une résilience et un parc de bouteilles qu'on met à disposition des vignerons. Donc ça, c'est un point aussi important. C'est quoi le parcours d'une bouteille réemployée de sa collecte au réemplissage, au retour chez le vigneron et au remplissage? C'est relativement simple. Le vigneron, une fois qu'on a travaillé avec lui sur la bouteille et l'étiquette, il conditionne son vin, il le met dans les cartons et il le vend dans ses circuits de distribution classiques. Après, en fonction des circuits de distribution, nous, on travaille avec eux pour essayer de les équiper de dispositifs où les consommateurs peuvent rapporter les bouteilles. Donc là, les consommateurs rapportent les bouteilles, nous, on vient les collecter. En général, elles sont en mélange. Aujourd'hui, le vin représente à peu près 20% de nos volumes. Le gros du volume, c'est plutôt de la bière ou des softs. Et donc, la première étape consiste à trier les bouteilles. On refait des lots homogènes de bouteilles type format bourguignon, format bordelaise ou bière, etc. Et puis, dans un deuxième temps, on les lave par batch. Et une fois qu'elles sont lavées, on les sèche et on les repaletise comme si elles étaient sorties d'une verrerie. Donc, ça veut dire que pour un vigneron, le fait de passer dans le nouveau dispositif de réemploi, en fait, ça lui demande assez peu d'adaptation sur ses machines, sur ses équipements. Oui, parce qu'il va récupérer une bouteille qui ressemble à celle qu'il aurait palette de acheté, bouteilles exactement lavée, ça ressemble en tout point à une palette de bouteilles neuves. Donc ça ne change pas de ce point de vue. Votre usine de lavage, je crois qu'elle fait 2500 mètres carrés, elle est près de Nantes, à Carquefou. Elle est récente, comment elle fonctionne? Alors, on l'a inaugurée en fin 2023. Le vrai démarrage effectif, c'était l'année 2024. Donc là, on va terminer notre deuxième année de lavage industriel. On a investi 3,5 millions d'euros. C'est l'usine la plus capacitaire et la plus performante aujourd'hui de France. On a un système qui est relativement automatisé. Elle est capable de laver jusqu'à 50 voire 60 millions de bouteilles par an. Bon, on n'est pas encore à ces volumes-là. Le marché est en train de se construire et se structurer. Après, c'est des technologies qui sont extrêmement maîtrisées. C'est-à-dire que le lavage de bouteilles et le retour de la consigne en France est vu comme nouveau. En vrai, c'est nouveau et en même temps, on réinvente quelque chose qu'on a utilisé pendant des décennies. On a consulté 20 fournisseurs pour la machine de lavage de bouteilles. En Allemagne, c'est un standard. En Belgique, dans plein de pays dans le monde, en fait, le lavage des bouteilles en verre est vraiment un standard. Il y a des pays qui n'ont jamais abandonné la consigne. Absolument. En fait. Il y a beaucoup de pays qui n'ont jamais abandonné. Et là, nous, on est en train de recréer ça. Et je pense que ça correspond bien aussi à nos enjeux écologiques, économiques, de réindustrialisation. Ça coche beaucoup de cases. Pour les vignerons, est-ce que ça rend leur bouteille plus chère? Est-ce qu'ils l'achètent plus cher parce qu'elle a dû... Ça dépend des vignerons. En vrai, les très très gros domaines qui ont des achats de très gros volumes de bouteilles achètent relativement peu cher leurs bouteilles. Et aujourd'hui, on est à peu près au même prix, où on peut être un petit peu plus cher que de la bouteille neuve à usage unique. Par contre, pour des plus petits domaines, ça peut être compétitif dès aujourd'hui. Et
pour équilibrer tout ça et pour permettre le changement d'échelle, parce que tout l'enjeu, c'est le volume, eh bien, il y a les éco-organismes, et notamment Citeo, qui peut accompagner, Citeo Adelph, qui accompagne en fait sur cette transition pour amorcer et compenser le petit surcoût. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec Interloire, on a monté un consortium avec 11 acteurs du vin, des très gros domaines, des domaines plus petits mais très engagés, des négoces, des grosses maisons de négoce. Et tous ensemble, en fait, en utilisant la même bouteille, on peut faire un effet volume et clairement enclencher un changement sur la vallée de la Loire. Est-ce que c'est important pour les consommateurs ? On le voit, il y a deux choses. Il y a des études qui datent de 2 ans, qui disent vraiment les consommateurs sont prêts et sont intéressés par le retour de la consigne. Il y a une étude qui date d'il y a 15 jours. Notamment Citeo a fait toute une étude auprès des consommateurs avec l'Ipsos. Et en fait, vraiment, les consommateurs à 92% disent « nous, on trouve ça super ». Et on trouve les vignerons, ça très bien. ils l'éditent sur leur bouteille, il y a une étiquette. Aujourd'hui, à l'arrière de la bouteille, il y a un petit logo. Ouais. Et puis, il y a surtout avec le nouveau dispositif Reuse, là, nous, on opère avec Bout à Bout et d'autres acteurs, le projet Reuse pour développer ça en grande distribution, parce que le marché de la boisson, à 70%, c'est la grande distribution, à 30%, c'est café, hôtel, restaurant et autres circuits. Et donc, avec la grande distribution, on est vraiment sur effectivement des messages très clairs, une communication assez forte. Il y a des messages à la télé, il y a des campagnes de pub dans la rue, etc. Enfin, ça, effectivement, on commence à pousser sur la communication pour sensibiliser les consommateurs autour de cette démarche. Dernier mot, vous parliez des formats des bouteilles, bordelaises, bourguignonnes. Dans un monde idéal, il faudrait que ce soit la même bouteille partout. En fait, il est important quand même qu'on puisse faire la différence et que chacun puisse s'approprier sur ses bouteilles. On revient aux habitudes des consommateurs. Exactement. En fait, ce qu'on voit, c'est que le marché, il y a deux choses sur le marché. Premièrement, il y a un certain nombre de bouteilles qu'il est très intéressant de standardiser. Les bouteilles de Bordeaux, par exemple, où il y en a 80 différentes. Vous, en tant que consommateur, ou moi, en tant que consommateur, on voit assez peu la différence. Elles sont toutes similaires, alors que dans les faits, il y en a 80. Donc, si on utilise toute la même bouteille Bordeaux ou bouteille Bourgogne, en vrai, ça ne change pas, ça n'a pas d'impact. Après, sur certaines grandes marques, l'emballage est tellement accroché au produit et à la marque qu'en fait, on va voir en fait, à la fois des emballages standardisés au service d'un grand nombre et qui a fait aussi un effet bénéfique sur le prix, en utilisant tous la même bouteille, quelque part ça coûte moins cher. Et puis derrière, des entreprises ont des volumes ou des emballages suffisamment emblématiques et iconiques pour pouvoir soit financer le léger surcoût, soit écraser les coûts avec l'effet volume. Merci beaucoup Yann Priou. Je vous en prie, merci à vous. Sur Be Smart for Change, on passe à notre débat, la féminisation des métiers de la tech au programme. Comment féminiser les métiers de la tech, c'est le thème de notre débat avec Angélique Gérard, bonjour. Bonjour. La présidente de Women in STEM, et Inès Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes UX designer chez AIV. Tiens, AIV, c'est quoi comme entreprise ? AIV, c'est une entreprise, c'est une plateforme qui permet aux créatifs de pouvoir générer et adapter leurs vidéos pour les mettre sur les différents réseaux sociaux. D'accord. Et votre métier, c'est quoi ? Des UX designer ou designeuse d'ailleurs ? Alors, UX designeuse. Et du coup, moi, je m'occupe de l'interface des utilisatrices et j'essaye de faire en sorte de les rendre plus simples et plus accessibles pour tout le monde. STEM, c'est un acronyme anglais. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire Science, Technologie, Engineering, Mathematics. Ok. Et donc, Women in STEM, l'objectif, c'est quoi ? Women in STEM Europe, en fait, on a notre raison d'être, qui est de créer les conditions d'une inclusion durable des femmes dans les filières technologiques et scientifiques, afin d'accompagner les mutations économiques et en même temps renforcer notre compétitivité nationale et européenne. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que malgré 30 ans d'efforts, notamment politiques sur le sujet, les stats se dégradent de façon dramatique. Il y a une étude de McKinsey, là, pardon de vous interrompre, qui nous dit que la part des femmes dans la tech pourrait tomber sous les 21% d'ici 2027. C'est 22% des effectifs tech en Europe en 2023, et donc
on est plutôt sur une tendance baissière. C'est ça il y a une vraie tendance baissière et c'est très inquiétant. On voit depuis la réforme, depuis 20 ans, en fait, le nombre de femmes ingénieurs diminue. Ce qui est quand même assez incroyable. On a 23% de femmes engagées cette année dans les écoles d'ingé. Donc, ça pose un vrai problème de compétitivité. On se dit également qu'on se prive d'une partie des talents en France. Donc, il y a un sujet économique, démocratique, et au-delà de l'enjeu sociétal, on peut aussi se dire qu'il y a un enjeu humanitaire. C'est une question d'humanité, ce sujet. Parce que le droit des femmes recule dans le monde entier. Les femmes ne sont pas dans les métiers de demain. Et ces métiers de demain sont en train de se décider aujourd'hui. Et donc, l'absence de femmes dans les métiers, en fait, d'avenir, si on n'occupe pas une place aujourd'hui et qu'on ne stimule pas, qu'on n'ouvre pas le champ des possibles aux jeunes filles, on se rend bien compte, effectivement, que nous ne faisons déjà pas partie de cette 4e révolution industrielle, et ce sera encore moins le cas dans les années qui viennent. Donc, c'est un enjeu majeur pour la France et pour l'Europe. Comment vous êtes devenu UX designer ? Eh bien, c'est une reconversion professionnelle. Avant ça, j'ai été styliste pendant 10 ans et j'ai eu envie d'un nouveau défi. Et c'est une femme qui m'a parlé de l'UX design et qui m'a encouragée à reprendre mes études et à retourner et à aller dans ce secteur. Et du coup, j'ai décidé de repartir à l'école, de me reformer. Et j'ai travaillé dans diverses entreprises pour être chez Ave. Et chez Ave, on a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de femmes ? Il y a beaucoup de femmes. On est 50% de femmes. Et pas seulement dans l'administratif. À titre personnel, dans mon équipe, on est sur 5 personnes, on est 3 femmes. C'est une volonté, pardon de vous interrompre, c'est une volonté des dirigeants ou dirigeantes d'ailleurs de l'entreprise. Ils ont été proactifs pour arriver à cette parité. Je pense qu'ils ont été proactifs surtout dans le sens à laisser la chance à tout le monde et à justement pouvoir encourager ça. Moi, dès les entretiens, on m'a mis très à l'aise sur le fait que je pouvais parler, m'exprimer en tant que femme. Et je pense que c'est très important de laisser sa chance à tout le monde, parce qu'il y a d'excellents profils. Évidemment, on n'en doute pas. Allez-y. Non, c'est un très bon exemple. Eve est un très bon exemple. Et c'est intéressant de regarder ce qu'ils font, parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Donc, c'est une entreprise extrêmement innovante. Et en fait, ils ont des politiques volontaristes. Donc, ils sont complètement axés diversité, et c'est vrai que c'est un très bon exemple en termes de parité pour une entreprise de la tech, une jeune entreprise de la tech. Qu'est-ce que vous attendez des entreprises aujourd'hui ? Parce que peut y avoir, partout évidemment, il ne faut pas faire d'amalgame, mais des réductions des budgets qui sont accordés justement aux enjeux de diversité ou aux enjeux d'inclusion. Alors, c'est un très bon point que vous soulignez, parce qu'on est dans un virage, j'ai envie de le dire comme ça. On a un vent outre-Atlantique qui souffle très fort sur l'Europe, où il n'est plus la diversité, l'inclusion ne sont plus du tout une priorité. Et donc, on voit bien que ça change drastiquement les politiques des entreprises, y compris françaises. Donc, il n'y a plus pour se conformer à la pression américaine, ce sont des entreprises qui font du business absolument. Avec les il y a une influence américaine. C'est aussi des entreprises françaises qui se disent c'est peut-être plus nécessaire aujourd'hui, alors qu'on voit bien que c'est plus que nécessaire. 2/3 des emplois à horizon 2030 auront une composante STEM. Et les femmes ne sont que 21% aujourd'hui. Et si rien ne change, ça veut dire que 80% des femmes vont être exclues des emplois d'avenir à horizon 5-10 ans. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que les entreprises, aujourd'hui, ne priorisent plus, et donc il n'y a plus de budget. Et on voit un certain nombre d'associations qui sont en train de mourir actuellement sous le poids, en fait, de cette influence. Donc, c'est un vrai problème. Je vais vous poser la même question à toutes les deux sur les freins. Alors, peut-être les freins que vous ou des collègues ont pu ressentir. Il y a des freins culturels, des freins éducatifs. Comment vous l'expliquez ? On veut chercher à les lever le plus vite possible. Je pense qu'il y a quand même un frein au niveau de la formation. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à trouver des formations qui sont adéquates. Mais je pense que s'il y a un manque de représentation, et je pense que c'est important, le travail d'Angélique qui participe grandement, à montrer que c'est possible pour les femmes d'être dans la tech et de pouvoir prendre ses places. Il faut des rôles modèles. Évidemment. Après, je vois qu'aujourd'hui, même si évidemment les femmes, c'est difficile pour elles, il y a quand même une petite lueur d'espoir. J'ai ma filleule, par exemple, qui est au collège et qui a des cours de code. Donc c'est sûr que quand, depuis toute jeune, on t'incite
à apprendre ces choses-là, c'est plus facile de pouvoir t'imaginer là-dedans. Moi, quand j'ai fait mes études, l'UX design, ça n'existait pas. Donc, c'est des parcours de reconversion, des parcours un peu différents et atypiques qui sont mis en valeur chez Ave. On a beaucoup de chance, mais qui doivent être mis en valeur au-delà de Ave dans d'autres entreprises. Donc, l'importance de l'éducation, on peut peut-être insister Oui, là-dessus. c'est majeur et il faudrait qu'on puisse réformer effectivement les politiques éducatives pour aller détruire les biais à la racine. Les stéréotypes de genre sont extrêmement importants. Ils sont encore présents. Ils sont extrêmement présents, on le voit bien dans l'orientation des filles. Consciemment ou inconsciemment, quoi, parfois. Oui, c'est maladroit. Même dans l'éducation, les parents ont une responsabilité à jouer. C'est un conditionnement séculaire. On essaye de bien faire quand on est parent, évidemment, mais on reproduit l'éducation très souvent que l'on a reçue. Moi, je suis maman et très souvent, je me suis tapée sur la main en me disant « Mais toi, t'es féministe. Comment tu peux interdire ça à ta fille ?» Tu viens de dire ça. Mais bien sûr, comment c'est possible? Et donc, c'est pareil pour les papas. C'est beaucoup de maladresse. Et c'est vrai qu'il faut effectivement déconstruire à la racine. Il faut montrer que la mixité, c'est stratégique. On le sait, vous citiez McKinsey. McKinsey a également publié une stat qui dit que 24%, que quand on a des équipes en fait mixtes, on surperforme de 24% par rapport à des non mixtes. Oui, d'ailleurs, il y a ce chiffre qui nous dit que le manque de mixité dans ces secteurs stratégiques, ça serait une perte. On parle d'économie, de 12 milliards d'euros de richesse potentielle chaque année. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un demi-point de PIB au niveau national. Il y a un enjeu économique et stratégique majeur. Je voudrais qu'on termine sur, il nous reste un peu de temps quand même, sur la question de l'intelligence artificielle qui est en train de clairement redéfinir le monde du travail, qui peut aussi reproduire des biais, l'intelligence artificielle. Concrètement, elle les reproduit. Elle les reproduit déjà. Moi, je travaille au quotidien avec l'intelligence artificielle. On forme, d'ailleurs, parmi nos actions, on forme 1000 femmes cette année gratuitement à l'IA, donc des femmes qui sont éloignées du numérique ou en reconversion. Si vous prenez la Harvard Business Review, qui a été la stat de l'année dernière, 45% des algorithmes IA sont biaisés. Donc, il y a la question du genre, il y a la question des origines. Donc, c'est un vrai problème. Moi qui l'utilise au quotidien, j'ai codé directement toutes mes IA. Donc, j'ai vraiment mes prompts par sujet. Elle n'a toujours pas compris que j'étais une femme. Donc, je suis ravie, c'est I. Et régulièrement, je suis obligée de corriger. Donc, j'ai pris l'habitude de corriger. Et j'ai beau redire les choses, maman, 3 enfants, etc., ça passe pas. Donc, on voit qu'effectivement, c'est très ancré. C'est intelligent, une IA, en fait. Il faut jamais oublier ça. Du moins, elle est plus intelligente que nous à date, mais effectivement, elle est extrêmement biaisée. Elle est le reflet de notre société. Elle est notre miroir. Elle ne fait que digérer et répéter ce que des cerveaux humains ont mis en place depuis des exactement. Et c'est la raison pour laquelle il faut une plus grande représentation, notamment, il y a 8% de femmes qui codent des algos en France. Donc, on a besoin effectivement d'avoir cette mixité de façon à ce que tout le monde puisse être représenté et qu'il y ait de moins en moins de biais. Donc, c'est important de dire aux jeunes filles qu'elles ont une place à prendre dans ces métiers, que c'est des métiers d'avenir, qu'elles vont bien gagner leur vie et que dans les STEM, elles vont aussi pouvoir participer à l'énergie, la santé numérique, la cybersécurité, et tous ces sujets. Il faut donc plus de jeunes femmes qui codent l'IA générative d'aujourd'hui et de demain. Tout à fait, c'est essentiel d'avoir des femmes, et même au-delà des femmes, d'avoir plus de diversité dans les IA, parce que sinon, on va se retrouver, comme l'expliquait Angélique, avec des produits qui sont biaisés, et c'est pas possible, parce que l'IA, c'est l'avenir, et on s'en sert tous. Donc il faut aller et tendre vers ça. Je pense que c'est très important. Et le futur se code, se pense et s'invente aujourd'hui. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller. Dernier mot, parce que je voulais en parler. Vous avez mis en place avec Women in STEM Europe un tour de France de l'inclusion. C'est quoi le principe? En fait, le constat, c'est que les événements sont souvent très parisiens. Avec Léna Touchard, qui est directrice générale de Women in STEM Europe, on est très opérationnel. Et donc, on s'est dit, il faut aller dans les territoires, rencontrer les jeunes filles, les institutionnels, les entreprises privées. Et donc, on a ce tour de France aujourd'hui. On a déjà fait plusieurs grandes villes de France.
On passe systématiquement 3 jours, on va dans les collèges, dans les lycées, dans les prépas, dans les IUT. On rencontre en fait les associations locales. On essaye également d'apporter une aide. On fait un énorme event où on fait venir des speakers féminines aujourd'hui de différents secteurs des STEM pour montrer que ces femmes existent. Et puis, on fait des interviews. On a un média intergénérationnel également où on met en lumière ces femmes qui font déjà avancer la tech, la recherche et les sciences, notamment sur la base du constat, on ne peut pas rêver de devenir ce que l'on ne voit pas, et donc nous les révélons. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt, j'espère, sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. On va être au cœur des enjeux du secteur de l'immobilier avec le président de Laforêt France. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Yann Géano, bonjour. Bonjour. Le président de Laforêt France. Tiens, je commence souvent par là. Le mot impact, qu'est-ce qui signifie pour vous ? Beaucoup de choses, puisque de l'impact, on en a. Impact sur le logement des Français, sur la vie des Français, sur le début d'une carrière, sur des moments parfois de vie complexes. Impact sur la transition et également du bâtiment, du logement. Je pense qu'on va en parler. Évidemment, on va détailler ensemble. ça, puisque vous êtes, je crois, le premier réseau immobilier qui a été labellisé enseigne responsable. Donc on va parler détailler de ça. tout ça. Et puis impact sur la création d'entreprises et sur l'emploi, puisque nous sommes un franchiseur, donc nous accompagnons des entrepreneurs qui veulent développer leur entreprise et recruter. Derrière ça, il y a presque le rôle social, économique, mais aussi le rôle social, sociétal de l'entreprise. C'est ce que j'entends dans votre réponse. Exactement, un rôle sociétal, un rôle d'ascenseur social. On vient de fêter nos 34 ans. Et nombreux sont les collaborateurs, les collaboratrices qui sont rentrés dans le réseau pour être commercial, qui ont gravi les échelons. Et certains aujourd'hui sont à la tête d'entreprises qui fonctionnent plutôt très bien. Ouais. Avec un réseau de franchises immobilières de plus de 700 agences aujourd'hui, environ 25 000 ventes et 25 000 locations par an, un chiffre d'affaires 2024 affiché pour Laforêt Franchise de 24 700 000 euros. Vous dites que la franchise est une boussole en période de tempête. J'ai bien aimé cette expression. Pourquoi ? Les Français aujourd'hui font face à une crise de l'accès au logement sans précédent, puisque les 3 voies d'accès au logement qui sont le logement social, la primo-acquisition, donc devenir propriétaire pour la première fois, ou le logement classique privé, sont totalement embouteillés. C'est vrai que dans ce contexte-là, les Français, plus que jamais, viennent voir une marque qu'ils connaissent depuis 34 ans, une marque française, une marque des territoires, de métropole et d'outre-mer, et ont ce privilège de pouvoir pousser la porte d'un commerce de proximité à côté de chez eux, de pouvoir se confier, de pouvoir avoir des réponses à leurs questions. Parce qu'une boussole, ça donne un cap, ça aide à choisir un bon cap. Exactement, dans son parcours personnel. Et le logement est intimement lié au parcours personnel. Pour débuter sa carrière, lorsqu'on se met en couple, qu'on a une famille qui s'agrandit, que parfois on décide de se séparer, qu'on doit se rapprocher de parents qui sont dépendants, qu'on doit gérer une succession. Vous accompagnez des étapes essentielles de nos vies, en fait. Toutes les étapes de la vie, trouver un logement pour faire des études, on en parle beaucoup, trouver son premier logement pour prendre son premier job également, on est présent à toutes ces étapes de la vie. Alors, on va parler de cette crise de l'immobilier. Vous l'avez dit, il y a une sorte de thrombose, de blocage. Elle dure d'une certaine façon. Est-ce que vous commencez à avoir un peu d'expérience chez Laforêt du secteur ? Est-ce que vous avez souvenir d'une crise qui a duré, qui s'est étirée aussi longtemps dans le temps ? Non, j'ai pas le souvenir parce que en fait, on s'est enfoncé progressivement dans cette crise de l'accès au logement, du fait de contraintes réglementaires, du fait des taux également d'emprunt qui ont évolué, du coût de l'immobilier, de l'aménagement du territoire. Et au fil des années, on n'a pas vu de solution
pragmatique émerger, mais à contrario, des contraintes réglementaires qui se sont multipliées et qui étaient finalement inverses aux intérêts des Français qui recherchent un toit. Alors vous dites même, je vais vous citer, il n'y a dans notre pays aucune vision pour créer de la croissance, les investisseurs ont été découragés, on leur a tapé dessus avec la taxe foncière, l'encadrement des loyers, la loi climat et résilience. Alors bon, ça risque de continuer avec le budget 2026 que je ne sais pas s'il faut l'attendre quand on voit le concours Lépine de la fiscalité auquel on assiste à l'Assemblée nationale. Alors, il y a plusieurs réactions possibles. Vous vous dites, il n'y a plus rien à attendre des politiques, on taille la route sans eux. Comment vous... Ou alors, quand même, on espère un regain de lucidité et de responsabilité. Comment vous réagissez ? Alors, on espère toujours, évidemment. Oui. On travaille, on fait du lobbying. J'ai pu m'entretenir avec le nouveau ministre du Logement il y a quelques heures. Il est bien conscient des enjeux. C'est un élu local, c'est un maire avant tout. Ouais. Donc il sait à quoi ses administrés sont confrontés en logement. Et puis on a eu quand même dernièrement des ministres des ministres du logement, avant aussi, qui ont compris les enjeux. L'enjeu de l'investissement locatif, ouais. il est essentiel parce que faut quand même rappeler quelque chose qui semble évident, mais pour qu'il y ait des locataires, il faut qu'il y ait quelqu'un qui investisse et qui achète un logement pour le mettre sur le marché. Alors, ça pourrait être le rôle de l'État avec le logement social, mais on sait que l'État n'a plus les moyens de financer le logement social. Ce sont donc les particuliers. Et les particuliers, on les matraque, on ne les reconnaît pas comme un acteur du logement, et c'est ce qu'on demande. Et la précédente ministre du Logement avait identifié ce que l'on réclame depuis une décennie maintenant au moins, le statut de bailleur privé, c'est-à-dire reconnaître que l'investisseur particulier a un statut avec une fiscalité lisible. Et ça éviterait qu'il se décourage. Oui. Mais derrière ma question, on peut se demander si la sortie de crise, pour vous, elle dépend du gouvernement ou d'un gouvernement ? Parce qu'il y en a eu tellement des gouvernements depuis bientôt 1 an et demi. Alors, la réponse ne va pas être une réponse de Normand, mais en tout cas une réponse assez mitigée, puisque paradoxalement, le marché immobilier, je ne parle pas de l'accès au logement, mais le marché immobilier a retrouvé des couleurs à l'été 2024, au moment de la dissolution. Et il n'a cessé de se redresser malgré la censure d'un gouvernement en fin 2024, malgré la défiance d'un autre gouvernement cette année, le Cornu 1, le Cornu 2. Les Français compartimentent. Ils ont d'un côté leur vie, on remplit le réservoir de son véhicule, on remplit son réfrigérateur, on s'occupe de scolariser ses enfants et on a un projet immobilier, on regarde les taux, on regarde les prix, on y va et malheureusement on a le sentiment que les Français, eux, ont voté la défiance envers les politiques depuis des années. Donc oui, on attend des choses pour débloquer. Il y a des décisions fortes à prendre pour débloquer, d'aménagement du territoire, de statut du bailleur privé, d'aider les primo-accédants. Mais le marché, depuis longtemps, s'autorégule, travaille lui-même. Les professionnels également vont chercher des solutions que nos gouvernants n'arrivent pas à nous apporter. Alors, on va parler de ce label, là, premier réseau immobilier labellisé, enseigne responsable. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce label ? Il y a un audit sur les critères ISO 26000. En fait, c'est une idée qu'on avait en tête depuis un moment, de se dire on fait des affaires, on fait de l'immobilier, et ce n'est pas un gros mot de faire de l'immobilier et d'aider les Français à se loger et d'avoir des rémunérations face à ça et des honoraires face à ça. Mais on joue également un rôle. On soutient des associations, beaucoup d'associations depuis des années. C'était peut-être un peu décousu. Donc, on a voulu à un moment savoir ce qu'était vraiment la RSE. Puisque pour beaucoup, la RSE, ça se résume à rouler dans un véhicule électrique ou en trottinette et à ne pas trop consommer d'énergie. Mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est son rapport au tiers, son rapport aux collaborateurs, les partenaires, les consommateurs, etc. Donc, on s'est lancé dans cet audit un peu fou qui a été extrêmement chronophage. La préparation de l'audit jusqu'à la délivrance et au passage, la première fois, ça a été vraiment 6 mois de travail acharné.
il faut tout mesurer. Les prestataires avec lesquels on travaille, ils sont certifiés, les travaux, les matériaux qu'on utilise chez nous, les matériaux recyclés, les matériaux qui émettent des gaz à effet de serre, nos relations aux consommateurs, nos relations aux tiers, aux partenaires, l'équipement de nos agences, l'équipement de notre siège. Donc beaucoup de travail. On a eu ce premier label et on l'a renouvelé. On vient de le renouveler là récemment. Alors, on est un peu plus aguerri à ce processus-là, donc ça prend moins de temps, mais ça prend quand même un mois à ce moment-là pour réactualiser tous les indicateurs. Mais dans un contexte de crise, est-ce que c'est une priorité? Non. Enfin, vous voyez, dans le secteur de l'immobilier, pas seulement pour la Forêt France. Je crois que c'est une construction de marque. Vous en parliez tout à l'heure. La Forêt, c'est une marque extrêmement connue, extrêmement reconnue, qui génère de l'empathie, qui génère de la confiance dans un métier où on a besoin de confiance et qui se doit d'avoir également une partie avant-gardiste qui peut être de l'innovation technologique, mais qui peut être également sur le rôle sociétal que chaque entreprise joue dans notre pays, d'un grand groupe au commerçant local, parce que ça a aussi un effet sur le recrutement. Les jeunes générations sont très sensibles à ça, et aujourd'hui, pour recruter dans nos agences, on se doit aussi de se positionner face à ces enjeux et d'apporter des solutions. Si on prend, je veux bien quelques exemples. Vous disiez les matériaux, la recyclabilité, enfin voilà, peut-être, tiens, quand on fait un audit, le levier le plus efficace, c'était lequel? Si je parle du E de RSE, c'est-à-dire de l'aspect environnemental. Alors, paradoxalement, dans nos agences, puisqu'on a audité par l'intermédiaire de commission transition énergétique au MEDEF, on a audité plusieurs de nos agences, un panel d'une demi-douzaine d'agences, justement pour aller voir où est-ce qu'on pouvait progresser localement dans nos agences. Et à notre grande surprise, on ne s'y attendait pas, c'est sur ce qu'on appelle la pollution numérique. On a un réel axe de progression, on échange beaucoup de documents, on échange beaucoup d'emails. Un candidat à la location nous envoie son dossier, on le fait suivre au propriétaire ou à une compagnie d'assurance pour voir s'il est éligible. On échange des actes de propriété, on échange des bons de visite et il y a une consommation extrêmement importante de data. On sollicite des serveurs qui sont parfois... Ça fait tourner des data centers, ça fait tourner des data centers. Ouais. Donc, on explore aujourd'hui des solutions pour, par exemple, transformer des fichiers lourds qu'on va rappeler, des emails qu'on va rappeler en PDF qui vont être beaucoup plus légers, qui vont alléger aussi la consommation. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Évidemment, on pensait enseigne, consommation électrique, véhicules, mailing papier. Flotte de véhicules, exactement, etc. Mais c'est pas là qu'on a l'enjeu le plus important et le levier le plus important, assez paradoxalement. De l'importance de faire un audit. Souvent, on a ce type de réaction et de surprise. Je voudrais qu'on parle de la Fondation La Forêt qui joue quand même un rôle assez central dans cet engagement. Quelles sont ses missions principales? Alors, ces missions, c'est mieux vivre ensemble. Alors, c'est très large. Mieux vivre ensemble, ça adresse aussi bien le logement, mieux vivre dans son logement, que l'environnement, que le patrimoine, que l'inclusion. Donc, la Fondation La Forêt, elle porte des projets structurants qui sont maintenant récurrents. On a créé cette fondation en 2022. La reforestation en France, pour la forêt, ça tombe plutôt bien. En France, ça tombe aussi plutôt bien. C'est important pour nous. Les forêts qui ont été dévastées par des tempêtes, les forêts qui ont été cannibalisées par des scolites et les arbres qui sont en train de mourir les uns derrière les autres. Donc, on aura replanté quand même, à la fin de l'année, 200 000 arbres en France. Donc ça, c'est un projet structurant, un projet important. On lance des appels à projets dans notre réseau pour soutenir des actions locales. On a soutenu dernièrement l'antenne de Calais de la Société nationale des sauveteurs en mer, avec qui on a cofinancé des équipements, un taux pour un bateau, un ponton. Et puis également, on a pour l'accès au logement des causes qui nous touchent particulièrement, qui sont l'accès au logement pour les jeunes, et puis le logement également de nos anciens. Alors justement, l'accès au logement, tiens, ça rejoint la question que Nicolas Froissart, qui était à votre place la semaine dernière, directeur général de l'association Espace, a choisi de vous poser. On l'écoute tout de suite. Bonjour Yann, j'avais une petite question pour vous. On sait à quel point les questions de logement sont importantes aujourd'hui dans notre société. Je voulais savoir ce que votre groupe faisait pour faciliter l'accès au logement pour toutes et tous, et y compris les plus vulnérables d'entre nous.
l'accès au logement pour les plus vulnérables. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, premier exemple concret, les jeunes. Ouais. Et les jeunes, et notamment les jeunes étudiants ou jeunes actifs qui cherchent un logement en location, logement qui est très, très onéreux. On soutient une association qui s'appelle Ensemble 2, le chiffre 2, Génération, qui est un Tinder immobilier, entre guillemets, qui met en relation des anciens, des seniors, souvent seuls, avec des jeunes et qui va les matcher selon les centres d'intérêt. Donc, on va avoir un ancien qui a été joueur de tennis ou qui est passionné de tennis. On va lui proposer en locataire, enfin cette association en l'occurrence, des jeunes qui jouent au tennis. Et le loyer du jeune, qu'il soit actif ou étudiant, est modéré selon son interaction avec le propriétaire. Il y a une obligation de partager au moins un repas par semaine, mais plus il va partager de temps avec le propriétaire, plus son loyer va être dégressif. Et il y a 3 niveaux de loyer, donc ça c'est super astucieux. On est extrêmement fan de tout ça. Et puis, on soutient des associations pour les femmes battues, pour celles et ceux qui ont des difficultés pour accéder au logement. On était à un dîner caritatif en début de semaine, justement pour soutenir une association qui a récolté au global près de 60 000 euros pour justement acheter des logements partout en France et pouvoir les proposer à ceux qui aujourd'hui sont dans une phase ou une passe difficile et ont besoin de trouver un logement. Est-ce que vous êtes un acteur du logement social ? Non. Pas du tout. Non, absolument pas. Pourquoi ? mais parce que c'est pas dans votre ADN. C'est pas notre ADN, c'est pas notre histoire. Mais on a quand même ce pas de côté pour aider par l'intermédiaire du logement. Je prends un autre exemple. On a aidé en Corse une association qui s'appelle l'INSEM, qui va aider les familles dont les enfants vont venir se faire opérer en métropole, qui n'ont pas de logement. L'INSEM achète des logements à côté des grands hôpitaux de Marseille ou de Paris pour loger les familles quand leurs enfants sont opérés ou suivent des interventions pour des pathologies extrêmement lourdes. Autre engagement, on est toujours dans le périmètre de la Fondation La Forêt, des engagements en faveur de l'inclusion. Là, je veux bien que vous nous expliquiez également ce mot inclusion, on a parlé du sens du mot impact pour vous, ce mot inclusion, qu'est-ce que ça signifie pour la forêt ? L'inclusion, alors évidemment, ça revêt beaucoup de facettes, mais on va prendre un exemple concret qui se passe maintenant dans toutes nos agences de Normandie, qui soutiennent un projet qui s'appelle la Cravate Solidaire. La Cravate Solidaire, c'est une récolte de vêtements de travail, de chemises blanches, de costumes, de chaussures, pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une tenue professionnelle pour passer un entretien. Voilà. Et la Cravate Solidaire, ça va plus loin. Il y a des coachs également dans cette association qui va coacher celles et ceux qui veulent venir ou revenir vers le marché de l'emploi, qui n'ont pas les codes, qui ne savent pas nécessairement comment se déroulent des entretiens. Donc ça, c'est du concret et c'est comme ça qu'on aide, par exemple, à l'inclusion. Vos besoins de recrutement, puisqu'on parle j'y pense là en vous entendant parler d'entretien d'embauche, vous êtes un secteur en tension, oui, non, alors on peut dire que presque tous les secteurs ont été en tension, mais est-ce que vous avez encore aujourd'hui des difficultés de recrutement ou pas forcément ? Oui, comme tout le monde, on a des difficultés de recrutement. Alors, on fait plusieurs métiers. Les métiers qui ont souffert le plus, qui est le métier de la vente, ces dernières années, en 2023, qui a souffert fortement. On fait de la location, vous l'avez dit tout à l'heure. On fait de la gestion locative, du syndic de copropriété, donc avec des profils très différents. Sur les métiers commerciaux, j'étais sur un salon pendant quelques jours et on voit de nouveau les jeunes qui ont les yeux qui brillent. Quand on leur parle d'immobilier, on avait un corner recrutement. On a reçu beaucoup de jeunes qui veulent se former, qui veulent travailler dans les métiers de l'immobilier. Et on a des besoins, évidemment, de métiers et de profils commerciaux. Est-ce qu'il faut changer, pardon de vous interrompre, mais est-ce que, parce que il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent ici et qui disent, finalement, face à ces tensions, on s'est posé la question de nos biais de recrutement, de nos filières de recrutement, en se disant il faut qu'on élargisse un peu le spectre. Est-ce que vous êtes aussi dans cette démarche ou est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez déjà depuis plusieurs années ? On le fait évoluer au fil du temps. Les critères, évidemment, évoluent. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans des fonctions commerciales, la majorité des candidats sont des clients.
presque de l'enseigne ou de la marque ou du réseau qu'ils vont rejoindre. Donc, il faut séduire ces clients, il faut leur apporter un projet d'entreprise. On parlait de la RSE et ça en fait partie. Il faut leur bâtir une politique de rémunération qui soit adaptée, une politique de formation, de montée en compétences, de reconnaissance. Donc, c'est un travail régulier. On a des commissions qui travaillent tout le temps avec des chefs d'entreprise franchisés chez nous, avec des collaborateurs du siège qui travaillent tout le temps pour affûter, affiner les offres, les tendances, voir pourquoi on ne vient plus chez nous, voir pourquoi on nous quitte. Aussi, c'est très important, avoir ce contact avec un collaborateur qui nous quitte. Pourquoi nous quitte-t-il et que devons-nous améliorer? Est-ce que ça suppose de lancer une ou des campagnes de recrutement pour une marque connue des Français comme Laforêt? C'est constant. C'est constant. Même vous êtes obligé de le faire. Nous sommes en recrutement permanent sur les réseaux sociaux, puisque c'est là qu'on va capter les contacts. Il y a des campagnes régulières d'achat de mots-clés, de sponsoring, des témoignages, de diffusion de contenu pour dire à celles et ceux qui sont en phase de recherche ou qui s'intéressent en tout cas à un nouvel emploi, dire dans l'immobilier, il se passe des choses. Il n'y a pas que les métiers commerciaux, il y a des métiers de comptables, il y a des métiers de management intermédiaire, il y a des métiers de technicien du bâtiment, et puis on peut devenir son propre chef d'entreprise également. Donc ça, c'est constant. Tous les jours, on est sur ce travail-là. Mais peut-être qu'il y en avait moins besoin au moment juste après la crise Covid, parce qu'on a vu énormément de Français se poser des questions sur le sens de leur travail, etc. Et alors qui se sont transformés en agents immobiliers. Il y en a pas mal qui sont revenus en arrière, qui ont déchanté. Comment vous avez appréhendé cette période un peu particulière quand même du secteur? Très particulière. C'est vrai que l'année 2020 a été un point bas en termes de vente. On s'en souvient toutes et tous maintenant. Et derrière, on a eu un rattrapage. Rattrapage parce qu'il fallait rattraper les ventes et les achats qui ne s'étaient pas faits. Et puis parce que tout le monde cherchait. Et puis parce qu'il y avait une nouvelle aspiration. Jardin, etc. Exactement. On voulait aller vivre en région, on voulait une terrasse, on voulait un jardin. Donc, on a eu un marché qui a dépassé allègrement le million de transactions, alors qu'on était plutôt avant sur un trend entre 850 000 et 900 000. On a frôlé les 1 200 000 transactions. Donc, c'est vrai que le gâteau a grossi soudainement et que ça a généré beaucoup de vocations. Certaines ont été pérennes et d'autres ont été extrêmement ponctuelles parce que le métier de l'immobilier ou les métiers de l'immobilier, ce sont des métiers avec une technicité, avec une formation. Non, il faut 2 ans pour un BEP de coiffure, par exemple. Et ben dans l'immobilier, il faut aussi 2 ans pour avoir commencé à maîtriser son métier. On est revenu à quel niveau? Puisque vous dites on avait atteint ce pic là des 1 200 000 transactions, on est revenu à quel niveau? On va dépasser 900 000 transactions au niveau France cette année, ce qui est le trend normal. Donc le marché immobilier... Il a retrouvé une forme de normalité. Il a retrouvé une normalité. L'accès au logement qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est d'autres choses. On a toujours cette problématique vers les populations de primo-accédants qui ont des difficultés à réunir leur apport, vers les locataires. Étant donné que les primo-accédants, ceux qui sont censés devenir propriétaires, restent dans leur logement et qu'on a moins d'investisseurs. On a également une problématique avec les locataires, 16 ou 17% des candidats qui ont leur Parcoursup, qui par exemple ne vont pas choisir les formations dans lesquelles ils ont été retenus parce qu'ils n'ont pas de logement. De la mobilité professionnelle qui ne se fait pas non plus parce qu'il n'y a pas de logement. On a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui viennent nous contacter en disant il faut qu'on trouve un deal avec vous, Laforêt. On veut peut-être maintenant acheter de l'immobilier pour avoir des vendeurs dans nos boutiques parce qu'ils n'arrivent plus à se loger. Donc, enjeu très, très fort du logement dans notre pays. Je voudrais revenir sur les enjeux environnementaux, les enjeux globaux du secteur de l'immobilier, du secteur du bâtiment, qui est un gros secteur émetteur de gaz à effet de serre. Depuis quand vous voyez ce secteur intégrer la question de la transformation, de la décarbonation à sa stratégie? Oui, alors gros secteur, moi je ne veux pas relativiser, mais replacer du contexte quand même. Si on additionne le transport, l'agriculture et l'industrie, on a 75% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc le logement, on estime que c'est entre 15 et 20%, mais dans ces 15 à 20%,
il y a la construction, qui sont des pics d'émissions, et puis derrière, il y a l'entretien ou l'usage global. Sur la construction, ma question, elle posait plus sur la construction. Vous voyez les méthodes, mais vraiment, je dis la stratégie, c'est-à-dire changer la question du réemploi des matériaux, de la gestion des déchets, de matériaux bas carbone. Je recevrai à votre place le patron d'une entreprise qui travaille là-dessus. Est-ce que vous voyez vraiment la stratégie évoluer depuis, je sais pas, une dizaine d'années peut-être? On le voit sur la construction, évidemment, depuis 15 ans, le virage a été pris. Et nous, on est plutôt sur l'entretien avec l'administration de biens. Donc, c'est vrai qu'on sollicite les propriétaires. Il y a un calendrier de rénovation énergétique et on va vers eux, on est proactif. On fait faire des devis, des diagnostics, on leur propose des solutions de travaux, on leur propose des solutions pour aller récolter également les aides dont ils peuvent bénéficier, même s'il y en a de moins en moins. Il y a des aides locales, communales, régionales, départementales, nationales. Il y a des bonus également selon les travaux qu'on réalise. Donc là, on a initié ça, nous, dès 2022 avec un partenaire qui s'appelle Helio. On propose à nos clients aussi un autre partenaire qui s'appelle HelloWatt, qui leur permet, via une application, de piloter, de rentrer leur contrat énergétique et de piloter également leur consommation. On forme nos collaboratrices, nos collaborateurs, nos chefs d'entreprise à la transition énergétique, au coût, au retour sur investissement des travaux qui sont réalisés. Mais ce sujet de la transition et du calendrier de rénovation énergétique, il est très complexe à aborder. La RSE, on a quasiment parlé que de ça dans notre entretien. Est-ce que c'est un espace d'innovation pour vous, peut-être plus que d'autres? C'est un espace déjà de réalisation et d'innovation. Il faut comprendre, et je crois qu'il y a encore un travail de pédagogie à faire dans notre pays, expliquer toutes les dimensions de la RSE. Une fois de plus, ça ne se réduit pas à rouler dans un véhicule électrique et à l'environnement. Donc oui, c'est un espace d'innovation de se dire, par exemple, comment on va sélectionner maintenant les prestataires avec lesquels on va travailler, comment on va sélectionner les matériaux. Par exemple, dans nos agences immobilières, tous nos matériaux sont fabriqués en France. Maintenant, on sélectionne et on source uniquement des fournisseurs français. Pour ce sujet RSE également, comment on équipe nos agences de systèmes LED, comment on gère l'éclairage des vitrines, on le réduit, comment on séduit davantage les collaborateurs avec de la montée en compétences, avec un parcours qui peut être vertical, qui peut être également horizontal. Bien sûr que c'est un domaine d'innovation extrêmement fort, surtout quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, puisqu'on ne parle que de ça. L'intelligence artificielle, ça offre des opportunités incroyables, par exemple pour piloter nos déplacements. On a des équipes, nous, de consultants régionaux qui se déplacent et qui sillonnent la France. Donc, piloter nos déplacements plus finement, l'IA peut nous aider à le faire, mais de l'autre côté, l'IA est également extrêmement consommatrice de bandes passantes et de données. Et nos audits, nos bilans, nous expliquent que parfois, la digitalisation n'est pas une bonne solution pour la planète et que le bon vieux papier est parfois meilleur. Donc, il faut trouver le curseur et bien le positionner, et ça, c'est pas facile. Merci beaucoup, Yann Géano, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On est en duplex avec Thomas Faure, le fondateur de LifeOne. Bonjour, vous l'avez créé fin 2018. Avec quelle idée? Racontez-moi. Oui, bonjour. LifeOne est effectivement créé sur une histoire forte, puisque nous sommes experts dans la famille depuis plus de 40 ans maintenant dans la conception et la construction des salles blanches, donc les environnements contrôlés de pointe. Et notre objectif avec LifeOne, c'est de transférer ces expertises et ces technologies vers l'humain et les bâtiments habités avec une solution unique de maîtrise de qualité de l'air intérieur. Avec donc des purificateurs d'air connectés. De quoi il s'agit? Expliquez-nous. Effectivement, nous avons mis sur le marché la solution Element, qui est une solution hardware et software de purification de l'air intérieur, de mesure en continu des contaminants et aussi d'intelligence artificielle, puisqu'on va pouvoir se connecter à la gestion technique du bâtiment pour optimiser sa consommation énergétique et donc son empreinte environnementale. Alors ça a demandé, j'imagine, un peu de recherche et développement, de R&D, même s'il y avait l'expérience de l'entreprise. Combien de temps ça vous a pris?
Effectivement, on a fait plus de 3 ans de recherche et développement sur la partie hardware, donc le purificateur en tant que tel, et également 1 année à 2 ans de R&D sur la partie software, donc le logiciel et l'intelligence artificielle embarquée. Donc voilà, près de 5 ans de recherche et développement, plus de 4 millions d'euros mobilisés pour arriver à mettre sur le marché une technologie innovante de rupture sur ces sujets de qualité de l'air intérieur. Alors, avec quelle efficacité? Ça doit être la question que vos clients potentiels vous posent, donc je vous la pose. Tout à fait. Alors, une efficacité redoutable sur la purification de l'air, puisqu'on vient vraiment de cet environnement très pointu. Donc, aujourd'hui, c'est 100% des contaminants critiques pour notre santé qui sont filtrés. Donc, les contaminants particulaires, mais aussi les contaminants chimiques et les contaminants bactériologiques, virus et bactéries. Et une fois connectés au bâtiment, cette technique de purification et cette mesure continue permet à nos clients d'économiser jusqu'à 10% de consommation énergétique et d'émissions de CO2 grâce à l'intégration de nos solutions à l'échelle du bâtiment complet. Donc voilà, une efficacité prouvée avec des laboratoires et inégalée aujourd'hui sur ce marché. Alors justement, qui sont vos clients aujourd'hui? Nos clients aujourd'hui sont les grands donneurs d'ordre du secteur de l'immobilier. Donc ça, on peut retrouver des promoteurs immobiliers, des constructeurs, mais aussi des grandes foncières qui gèrent des patrimoines immobiliers, mais également des grandes entreprises. Et puis à la marge, voilà, des secteurs médicaux, des cliniques, des établissements d'enseignement, des crèches aussi et des écoles. Alors justement, j'allais vous poser la question sur les écoles, parce que moi, mes enfants sont plus en âge d'y aller. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est un secteur potentiel de développement important pour l'iPhone? Alors, c'est un secteur effectivement potentiel important. Aujourd'hui, on l'adresse à la marge, on va dire par opportunité, puisque c'est un secteur sur lequel les clients sont souvent des petites communes qui n'ont pas forcément énormément de budget alloué à la structuration de leurs écoles, en tout cas sur ce sujet-là. Mais oui, c'est un sujet primordial, en tout cas pour la santé des petits, d'équiper les crèches et les écoles pour les protéger d'une mauvaise qualité d'air qui pourrait avoir un impact sur leur santé. Tiens, j'aurais pu commencer par là. Ils sont produits où, vos purificateurs d'air connectés? Alors nous sommes basés à côté de Grenoble et nos produits sont made in France. Ils sont fabriqués et assemblés en région Auvergne-Rhône-Alpes et on est très fiers de ça, on y tient beaucoup. Donc avec un label d'origine France garantie puisque plus de la moitié des composants sont d'origine France et donc on opère tout ça depuis la région Rhône-Alpine. Est-ce que c'est un argument de vente, ça? Est-ce que vous l'utilisez de plus en plus, cet argument? On l'utilise tout le temps. On utilise beaucoup l'argument du Made in France. Alors aujourd'hui, on déploie essentiellement en France, mais on commence à s'internationaliser aussi. Pardon. Donc c'est effectivement un argument important, gage de qualité. Et puis pour nous, qui avons cette vision de créer de l'emploi, de l'industrie en France, cette souveraineté-là, elle est très importante pour nous aussi. Ouais. Merci beaucoup Thomas Faure et bon vent à LifeOne. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale de l'émission, et Alexis Mathieu, qui est en charge de la coordination et de la production, Loïc Allègre, le réalisateur, et Fabien Bouknog, ingénieur du son aujourd'hui. Belle journée sur Be Smart for Change.